Hello les machines, deuxième FAQ, on avait fait une en 2023, là on en fait une 2024. On a essayé de sélectionner un peu des questions différentes pour parler d'entraînement, de nutrition, de trucs plus perso, enfin pas si perso, de l'avenir de Runwise, etc. Fait que désolé si on n'a pas choisi vos questions, mais je pense qu'on en couvre déjà pas mal. Première question, pourrais-tu nous donner un planning de journée type ou d'une semaine type entre entraînement, boulot, création de contenu, vie perso, etc. Comment gères-tu ton énergie à tout faire, ta relation amoureuse et la course à pied? Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros mes journées se ressemblent beaucoup. Je me lève, je déjeune, je travaille, j'essaie d'écrire un script ou bref de faire toutes les autres tâches que j'ai à faire. Sur l'heure du midi, soit je vais faire mon jog, soit je vais m'entraîner. Et en général, je reviens de l'entraînement vers 13h30, 14h selon si j'ai une séance de qualité. Et ensuite, l'après-midi, c'est plus cool. En général, j'ai les calls avec mes athlètes. Je fais de la petite tâche de fond, des trucs administratifs. En général, j'ai moins d'énergie. Et le soir, en général, je retourne courir. Un jog facile, je fais jamais d'entraînement le soir, j'aime pas ça. Et ça va être autour de 17-18h. Et la plupart du temps, quand on n'est pas dans des périodes de rush, comme en ce moment, ça va clore un petit peu la fin de ma journée et ça va vraiment être du plaisir, du divertissement le soir. Évidemment, il y a des périodes de rush. Là, par exemple, on va partir en Espagne pendant 5 semaines. Il fallait que j'écrive 4 ou 5 vidéos. Du coup, j'ai travaillé jusqu'à 10h, 11h, minuit. Mais ça, c'est quelque chose que je peux pas tenir longtemps, surtout avec l'entraînement. Mais ça m'arrive d'avoir des périodes plus de travail comme ça. Question de Nicolas, quelle semaine type prévoir lorsqu'on n'a pas de course objectif de prévu? En gros, comment se créer un programme de maintien de forme pour quelques semaines ou mois sans compétition, mais sans perdre de niveau, même si visiblement ça ne t'est jamais arrivé. Merci pour tout ce contenu de qualité produit depuis des années. Merci Nicolas. Alors oui, très bonne question, on pourrait en parler des heures, mais très simplement, quand on n'a pas d'objectif de compétition clair ou qu'on sait pas pourquoi on s'entraîne, moi ce que je recommanderais dans mes préparations générales, c'est tout travailler tout simplement. Donc ça veut dire quoi tout travailler? Faire un petit peu toutes les vitesses, un petit peu toutes les qualités. Donc il y a des qualités qui sont un peu plus intéressantes que d'autres parce qu'elles ont moins de limites, on va dire. Donc vous savez déjà ce que je pense des intervalles très courts et de la VMA. Donc quand on est en prépa générale, ce que je ferais, c'est au moins une séance de long par semaine avec des intervalles longs, c'est-à-dire au moins 4 ou 5 minutes jusqu'à 10-15 minutes s'il faut, sur des allures autour de pace semi-marathon, pace marathon, des choses comme ça. Et vous pouvez garder une séance un peu plus de vitesse, mais là quand je dis vitesse c'est vraiment entre guillemets, avec des allures entre au plus vite 3000 mètres je dirais à peu près, jusqu'à 10 km. Donc comme ça vous balayez un peu tout. Ce que je ferais pas en prépa générale par contre, c'est des sorties trop longues. Ça dépend des gens, mais 80 minutes, 85, 90 minutes pour des coureurs déjà aguerris, ça suffit largement. Vous pouvez pas tout développer en même temps. Question de Paxou. Hello Max. Lorsque tu as un pépin physique ou que tu tombes malade, si cela t'arrive, comment gères-tu l'adaptation de ton plan? C'est un plaisir, une motivation de te voir évoluer sur les différents réseaux sociaux. Continue comme ça. Merci Paxou. Oui, évidemment, ça m'arrive de tomber malade. Encore au Kenya, ça m'est arrivé la dernière fois. J'étais très mauvais. Je pense que je suis pas la meilleure personne pour donner des conseils de comment adapter l'entraînement quand on tombe malade, parce que ça m'est déjà arrivé de faire des grosses séances de qualité alors que j'avais un rhume, ce qui était super débile. C'était la première fois au Kenya que j'ai fait ça. Je pense que j'en ai parlé dans une vidéo récap. Maintenant, mon approche est tout simple. Si tu es malade et que tu vois vraiment que tu as un virus, ça veut dire que ton corps n'est pas capable de s'adapter, ça veut dire que ton corps est en train de combattre une infection, ça veut dire que le dernier truc que tu as besoin, c'est de créer une surfatigue qui fait que ton corps n'arrive pas tout à gérer en parallèle. Donc moi je suis toujours quand même fan de courir quand même quand je suis malade, parce que je trouve que ça me fait du bien en fait de mettre mon corps en mouvement, de faire circuler le sang, etc. Par contre l'intensité doit être très modérée, et je pense que c'est important de pas faire un gros volume. 30, 40, 50 minutes de jog très facile quand on est malade, c'est bien, vous allez pas faire 2 fois 15 km, je pense que c'est un peu débile. Et dans le doute, faites un peu moins. Question de Laurent. Salut Maxime, tout d'abord merci pour ton travail, je progresse à mon niveau grâce à toi. Ma question, au vu de tes performances, te considères-tu comme un profil rapide ou endurant? Prends-tu en compte cet aspect pour ton entraînement afin de travailler ton point faible? Alors si on regarde l'état de mes chronos aujourd'hui, clairement j'ai un profil endurant, c'est indéniable, mon marathon c'est ma meilleure perf, et plus on va vers le court, moins ma perf est bonne en équivalence physiologique. Par contre, ce que je te dirais, c'est qu'à la base, j'ai un profil plutôt équilibré, et ce qui me fait dire ça, c'est que après environ 2 ans de course, je pense que c'était en mars 2017, j'ai couru mon premier et mon dernier 800 mètres pour le fun. J'ai adoré ça, d'ailleurs je regrette de ne pas en avoir fait plus, et j'avais couru 1 minute 56, ce qui est loin d'être un mauvais temps pour quelqu'un qui faisait pas de spécifique. Donc je pense que j'avais quand même des qualités de vitesse et un peu de filière anaérobie à la base, et j'ai fait tellement de kilomètres d'entraînement marathon, etc., que je pense que mon corps tranquillement a transitionné vers plus d'endurance. Je vous mets un petit extrait de ma course de 800. Avant ta course Max, une 50 là. Oh, tous les cheveux que j'avais à l'époque, incroyable. Ensuite on a plusieurs questions sur la muscu. Alors des vidéos sur les séances de muscu à venir. Veux-tu continuer le renfort musculaire dans tes prépas? Oui, j'ai vraiment envie de faire une vidéo de séance de muscu, mais c'est pas encore programmé. Par exemple j'aimerais en faire une avec Charles Castonguay parce que c'est lui qui me donne ma préparation de muscu, mais ça prend tout de suite plus de budget. Spoiler, je commence à avoir plus de budget grâce à quelques marques qui m'accompagnent. Du coup je pourrais payer un vidéaste pour venir m'accompagner dans la salle de muscu et faire vraiment une vidéo
photos, comme Running Addict avait fait un petit peu avec le youtubeur dont j'ai oublié le nom et je trouvais ça vraiment sympa. J'aimerais faire la même chose. Oui, je veux continuer le renfort musculaire dans mes prépas. Des fois, c'est chaud de se motiver, surtout au Québec, parce qu'il faut que je marche jusqu'à la salle de muscu, c'est à 1500 mètres, faut que je revienne, ça me prend 30 minutes de marche, voire 40 minutes aller-retour. Si j'avais un gym chez moi, je ferais beaucoup plus de muscu, j'y crois, parce que j'ai vu l'effet, j'ai senti l'effet sur moi, même si j'ai pas de preuve formelle. Donc oui, c'est quelque chose que je veux continuer et que je trouve utile. Ensuite, plein de questions sur la nutrition, évidemment, c'est un sujet qu'on adore. Mon rapport à la nourriture, comment je gère ma diète durant la prépa marathon, est-ce que je fais le régime dissocié, ce qu'on mange au Kenya. Mon rapport à la nourriture, il a beaucoup évolué. J'ai un passif avec la nourriture, j'avais un peu des comportements alimentaires troublés dans le passé. Vous pouvez voir ça sur ma chaîne, j'en ai largement parlé. Aujourd'hui, je trouve que j'ai une approche vraiment relax. Je me sens bien avec ça, j'ai aucune culpabilité quand je mange quoi que ce soit. Je me sens vraiment très en contrôle en fait de ma satiété et ça c'était le plus important. Je m'en fous un peu de la qualité de ce que je mange parce que je fais confiance à mon corps pour savoir quand il a besoin de plus de légumes, de plus de machin, de plus de trucs. Donc en fait, à aucun moment de ma préparation, que ce soit en période générale, en affûtage ou peu importe, à aucun moment je vais me restreindre ou je vais essayer de limiter les calories ou je vais essayer de changer de macronutriments. Vraiment, je ne fais pas du tout attention à mon alimentation dans le sens de il faut que je mange mieux. Par contre, ce à quoi je fais attention, c'est il faut que je mange assez. Et dans le doute, je préfère manger un peu trop que un peu trop peu. Voilà, c'est mon expérience, ça marche bien pour moi et je progresse chaque année avec ça. Est-ce que je fais le régime dissocié? Non. Premièrement parce qu'il n'y a pas de preuve scientifique là-dessus. Il y a même certaines personnes qui pensent que ça pourrait être négatif. Je vous mets une source si ça vous intéresse. Et je pense qu'aussi le régime dissocié, parfois, en tout cas moi, je l'associe à certaines déviances alimentaires. C'est 100% mon avis. Fait que je le recommande pas du tout à mes athlètes non plus. Qu'est-ce qu'on mange au Kenya? Oui, j'en ai pas beaucoup parlé, mais vous pouvez voir beaucoup de photos sur la page Running Center ou même si vous suivez quelques athlètes qui vont au Kenya. Mais globalement, c'est ce qu'on considère comme très sain. C'est toujours de la nourriture brute, très peu transformée et tout. C'est pour ça que moi, au bout d'un moment, je suis vite ennuyé par cette alimentation et que si on mange que la bouffe kenyane, on a tendance à perdre beaucoup trop de poids et c'est un problème. C'est pour ça que je ne mange pas que la bouffe qui est servie dans les camps où je vais au Kenya. Question de gamimouche. Non, question de gaminouche. Voilà. Pourrais-tu accélérer la fréquence des vidéos? Bah oui, évidemment. Je pense que je vais sortir une vidéo par jour à partir de la semaine prochaine. Il suffisait de me demander en fait. Non. Je vais pas accélérer la fréquence des vidéos parce que je me sens bien avec cette fréquence super relax, presque paresseuse de vidéos. Autant en course à pied, j'ai une approche basée sur le volume, autant sur YouTube, je suis plus axé sur la qualité. Je préfère vous faire moins de contenu, mais déjà avoir l'impression que je pourrais durer dans le temps. Pour moi, YouTube, c'est un marathon. Oui, on pourrait faire une vidéo par semaine pendant 1 ou 2 ans, mais je vous assure que dans 2 ans, j'arrête YouTube parce qu'en fait, ça prend trop d'énergie, trop de temps. Bref, il faut le vivre pour comprendre. Ça veut pas dire que des fois, on va pas faire des vidéos bonus, etc. Surtout qu'on a de plus en plus de ressources, mais honnêtement, une vidéo par 2 semaines ou une vidéo par 3 semaines, égoïstement, c'est ce qui me convient le mieux pour mon équilibre mental et aussi parce que j'aspire quand même à devenir un coureur de plus haut niveau, donc on peut pas tout faire. Question de Théo, comment fais-tu des vidéos si qualitatives? Eh ben grâce à un jeune monteur très talentueux qui s'appelle justement Théo, drôle de coïncidence. Comme par hasard. Et il y a aussi pas mal de temps passé à scripter et à rechercher des infos qui peuvent vous intéresser. Fait que j'en profite pour remercier ce monteur, qui l'a pas facile des fois parce que je suis quelqu'un de très exigeant quand même. Question de Rémi. Salut Maxime, je voudrais que tu nous parles de ta thèse. Mérite-t-elle une vidéo dédiée? Je parle un peu de ma thèse dans une vidéo qui sort dans 1 ou 2 mois à peu près. C'est une vidéo sur le lactate. Je vous montre des résultats qui sont vraiment intéressants, je crois. Par contre, est-ce qu'elle mérite une vidéo dédiée? Ça, c'est à vous de me le dire. Si vous êtes vraiment beaucoup à me le demander, je le ferai. Mais je suis toujours parti du principe que ma thèse, c'était chiant, c'était très théorique, c'était très universitaire et j'ai pas envie de saouler tout le monde avec ça. Mais moi j'adore en parler, donc c'est un peu vous qui me dites. Question d'Anthony. Tu te vois faire quoi dans 10 ans, en pro, en perso, en course à pied? Vas-tu tenter une prépa 10 km ou la réussite de ton marathon t'oblige à rester dessus? Alors pour le moment, j'adore ce que je fais, j'adore créer du contenu, j'adore créer une entreprise de coaching, j'adore coacher des coachs, bref, j'aime vraiment ce que je fais. Le seul truc, c'est que des fois, je trouve que c'est dur de tout faire en parallèle, mais ça, en même temps, je peux pas vraiment me plaindre, c'est moi qui ai choisi. Donc au niveau pro, mon gros objectif, c'est de continuer la production de contenu comme on fait, parce que j'adore, et de développer mon entreprise de coaching. J'ai plein de projets en tête, le but, c'est de coacher le plus de monde possible avec la philosophie en laquelle je crois, et d'avoir une compagnie de plus en plus professionnelle et de plus en plus efficace aussi sur vous aider à réaliser vos objectifs, etc. Fait que je mets beaucoup de cœur là-dedans. Au niveau perso, pareil, course à pied, vivre avec ma copine, on va sûrement déménager en Europe bientôt, je vous en reparle. Et niveau course à pied, j'ai des objectifs qui sont assez ambitieux puisque j'aimerais bien courir un jour un standard olympique. J'aimerais bien courir sous les 2:10. Mon but, c'est de gagner plusieurs minutes au marathon par an. Je pense que je suis sur la bonne voie, mais voilà, seul le temps nous le dira. Est-ce que je vais tenter une prépa 10 km? Oui, c'est prévu. Je pense qu'en 2025, parce que j'habiterai probablement en Europe, je vais faire une préparation entièrement
5K, 10K, semi-marathon. Je serai dans des meilleures conditions parce qu'au Québec, il y a assez peu de courses et c'est pas très pratique pour courir vite sur des courtes distances. Mais oui, j'ai très envie d'actualiser mes chronos parce que c'est pas que j'en ai honte, mais quand on voit mon marathon et mes autres chronos à côté, ça fait un peu tâche. Et en plus, j'adore les autres distances. C'est juste que pour le moment, j'ai pas pu vraiment les faire. Quelques questions logistiques marathon. Salut, je veux bien le modèle de ton short pour les gels. Et dans le même genre, je voulais savoir sur marathon où tu mets tes gels. Alors mon short de compétition, c'est le Hoka Novafly Half Tight. Et au niveau de la ceinture, j'utilise une ceinture comme je vous mets à l'écran. Une ceinture de gel toute classique. Je pense qu'on peut mettre 6 gels dessus. Donc je mets 2 gels par poche sur mon short par côté. Donc ça fait 4 gels dans mon short. Et je peux mettre 6 gels sur ma ceinture. Ça fait un total de 6 plus 4, 10 gels. Sachant que j'en prends entre 8 et 9 sur moi. C'est parfait. Question de Baptiste. Hello, est-ce que tu penses qu'un jour tu feras les minima olympiques? Quel objectif chronométrique ultime sur marathon? C'est un peu le goal ultime de tous les coureurs. Mais au vu de ton niveau et de ton âge, est-ce que tu te dis qu'un jour ce sera atteignable pour toi? Est-ce que tu sous-entends que je suis vieux dans ta question? Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Tadesse Abraham, je prends cet exemple parce que c'en est un bon. Il est né le 12 août 1982, il a bientôt 42 ans. Il est détenteur des records nationaux de 25, 30 et marathon, des records suisses. Il a réalisé sa meilleure performance à vie sur marathon l'année passée, 2h05-10, c'est juste stratosphérique. Et si on regarde sa progression, c'est juste remarquable. Premier marathon en 2009 à 27 ans, en 2h10-09, et meilleur marathon 14 ans plus tard à 41 ans. Ce que je vous affiche à l'écran, c'est l'amélioration de sa vitesse en km/h, ça lui aura pris 14 ans pour briser la barrière des 3 minutes par kilomètre sur marathon. Ce genre de gars, c'est clairement pas la norme, mais moi, ça me donne de l'espoir et ça me motive. Alors pour répondre à ta question simplement, peu importe ce que je pense, mon but c'est de me donner les moyens pour arriver le meilleur possible, et quand j'en aurai marre, j'arrêterai, mais je suis quelqu'un de vraiment têtu et je pense que ça va me prendre un bout de temps avant de baisser les bras. Question de Francesco, quel impact a eu ton récent changement d'entraîneur sur ta vision de l'entraînement? Places-tu toujours le volume comme le critère le plus important? Alors très bonne question, ça fait bientôt 10 mois que je travaille avec Reed et je suis très reconnaissant qu'il ait accepté de m'entraîner. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de parler, il est très canadien, il a beaucoup d'expérience autant en tant qu'athlète que coach. D'ailleurs, il coach un autre canadien qui s'appelle Tristan Woodfine qui est pas loin des subs de 10, donc forcément ça met en confiance. Globalement, avec Reed, on avait une vision similaire, mais il est meilleur que moi pour gérer ma propre charge d'entraînement, évidemment. Aussi, grâce à lui, je récupère beaucoup mieux entre les gros blocs et même les gros blocs ne sont jamais trop hardcore pour le moment, on sent qu'on a de la marge. Et il m'a fait réaliser que je pouvais courir beaucoup plus vite en faisant un peu moins parfois et plus intelligemment. Au niveau du volume, je suis toujours convaincu que c'est un levier crucial, surtout sur marathon, mais même sur les autres distances en fait. Et Reed, il a une approche qui est très spécifique durant la préparation marathon où on va faire quasiment aucune VO2 max, aucune VMA, et ça on le fera surtout en prépa générale. Bref, ça prendrait une vidéo entière pour parler de sa philosophie, mais globalement, oui, je crois toujours au volume, et oui, Reed m'a fait réaliser des petits détails de certaines choses, des petits ajustements, on va dire du fine-tuning. Question de User KK Hate. Salut Maxime, je me heurte à mon entourage ces derniers temps car je manque d'arguments pour louer les bienfaits de la course à pied. En effet, bien des études prouvent les vertus de notre sport, autant en termes de consolidation osseuse, hydratation, renforcement des tendons, des ligaments, etc. Mais dans les faits, on me rapporte aussi que les kinés sont remplis de coureurs avec de multiples pathologies. Ma sœur me raconte que plusieurs de ses amis de la salle ont arrêté de courir pour justement faire de la salle. Même vers 60 ans, je ne vois pas pourquoi des pathologies devraient apparaître. Pourrais-tu m'éclairer, m'apporter des arguments pour contrer mes détracteurs? Laisse-moi réfléchir. Je peux dire certaines choses. Premièrement, si tu veux des arguments, regarde les podcasts avec Jean-François Esculier et Blaise Dubois. Au niveau prévention de blessures, prévention de la santé, ce sont les meilleurs spécialistes à mon sens. Ils vont avoir des super arguments au niveau de l'arthrose, la prévention de la santé vasculaire, du diabète. Bref, il y a plein de bienfaits qui sont associés à la course à pied. Il y a des études scientifiques là-dessus. Fait que ça, c'est pas un problème. L'autre truc, c'est que tes détracteurs, ils ont pas tort sur un point. C'est que oui, la course à pied, c'est un sport dans lequel les athlètes se blessent beaucoup. Moi, j'avais fait une étude à un moment qui montrait que 80% des coureurs se blessaient au moins une fois par an. Puis là, il faut définir c'est quoi se blesser et tout, et bon, peu importe, hein, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est vrai en fait qu'on se blesse beaucoup dans ce sport. Par contre, quand on se blesse dans ce sport, la plupart du temps, c'est des blessures qui sont superficielles. Ça va être des petites tendinites, dans le pire des cas, ça va être des fractures de fatigue, mais c'est pas si grave que ça et on s'en remet. Donc la vraie question, c'est est-ce que tu préfères avoir quelques tendinites durant ta carrière, mais avoir des bienfaits pour ta santé à long terme, ou est-ce que tu préfères rester sédentaire? Alors t'auras peut-être pas de tendinite, quoique il y a beaucoup de tendinite chez les sédentaires, mais ta santé cardiovasculaire, diabète, cholestérol et tout, va être beaucoup moins bonne en fait. Donc oui, c'est un argument qui se tient et en même temps pas du tout, ça dépend sur quelle échelle de temps on raisonne. Finalement, tu parles de détracteurs, mais moi je les verrais pas comme des détracteurs, il faut toujours lire entre les lignes et
Des fois, les gens se sentent juste attaqués par les valeurs sportives parce que c'est intimidant. Et je pense que si tu les vois comme des détracteurs et que tu rentres dans leur jeu, tu vas juste te créer des émotions négatives parce que beaucoup de gens sont pas là pour chercher la vérité ou pour chercher des réponses. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour, puis on le fait tous, mais pour juger et pour avoir les réponses sans avoir aucune idée de quoi ils parlent. Fait que des fois, il faut juste pas s'obstiner. Si les gens pensent ça, tant pis pour eux, je veux dire. Au final, c'est toi qui gagne dans l'histoire. Question sur la VO2 max. Est-ce que améliorer la VO2 max va réellement améliorer les seuils physiologiques en les déplaçant à droite sur la courbe d'un test? Que dit la science là-dessus? Unanimité ou disparité des résultats? Alors, c'est une question vraiment intéressante. Je prétends pas avoir la réponse parce que je pense que c'est une question très complexe. Je suis même pas sûr que les physiologistes aient la réponse exacte à ça. Et je vais essayer de reformuler tes questions. Est-ce que améliorer sa capacité maximale à utiliser de l'oxygène va nécessairement améliorer nos seuils SV1 et SV2? Pour moi, on s'en fout un peu de ta VO2 max. Ce qui nous intéresse déjà, c'est ta vitesse à VO2 max. C'est une nuance importante. Pareil pour les seuils. Ce qui nous intéresse, c'est pas tes seuils en termes de lactate ou autre, ou de ventilation, c'est vraiment les vitesses qui sont associées à SV1 et à SV2. Alors selon moi, il peut y avoir une influence entre notre VMA et nos vitesses au seuil, mais c'est clairement pas une corrélation parfaite. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce sont des déterminants physiologiques différents, le troisième étant l'économie de course. Je te donne un exemple tout simple, on voit souvent des coureurs progresser sur 1500 mètres, 3000 mètres ou 5000 mètres, mais quand ils font leur semi ou leur marathon, il y a parfois une énorme contre-performance ou une inadéquation d'équivalence entre les résultats. Donc le plus important, c'est de tout travailler en gardant bien à l'esprit que la VO2 max, c'est le déterminant le moins entraînable, probablement le plus génétique aussi. Et encore une fois, c'est pas parce que tu as un gros moteur que ton moteur il est efficace. Question sur les tests en labo. Hello Maxime, conseilles-tu à tes athlètes de réaliser des tests d'effort, tests de lactate, afin d'identifier leurs points faibles et de mieux mesurer leur progression au cours du temps? Alors réponse courte, non, ce n'est pas quelque chose que je recommande, pour plusieurs raisons en fait. Premièrement, j'ai eu beaucoup d'expériences personnelles, mais aussi de mes athlètes ou d'autres gens qui m'ont montré les résultats de tests et en fait, très souvent, les tests étaient peu valides. Qu'est-ce que je veux dire par peu valide? C'est que les résultats de leurs tests, que ce soit VMA, que ce soit les allures associées au seuil, etc., ils étaient souvent pas corrélés avec ce que montrait le terrain. Or, le plus important, c'est le terrain, c'est les chronos que vous faites dans vos courses. Et si les chronos que vous faites dans votre course ou votre VMA réel ne correspond pas à ce qui est trouvé en labo, pour moi, le test en labo apporte plus de questions que de réponses et n'a aucun intérêt. Je vous donne un exemple d'un gars qui m'avait montré son test en laboratoire. Il avait payé quand même une certaine somme. Et en gros, ce qu'avait trouvé le test en laboratoire, c'est qu'il avait une VMA de 21 km/h, alors que cette personne, elle courait 35 minutes au 10 km. Donc ça fait absolument aucun sens et des preuves comme ça, j'en ai un paquet. En fait, je compte même faire une vidéo là-dessus parce que je pense qu'il y a un gros problème avec les tests en laboratoire. On pourra s'en reparler plus tard, mais non, je ne le recommande pas, c'est la réponse courte. Par contre, le truc le plus utile des tests d'effort, parfois quand ça marche, c'est de connaître sa FC max. Je sais que ça a marché plusieurs fois pour moi et c'est quand même très cool de connaître sa FC max. Question sur l'écologie, quel rapport avec les problématiques écologiques tu entretiens? Tu dis courir en Europe pour éviter les opposants que tu dis connaître. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une posture que tu pourrais changer vis-à-vis des enjeux écologiques? L'écologie, c'est une question importante qui revient souvent dans le monde de la course et vous le savez, que ce soit sur mes pratiques en course à pied ou pour le reste, j'aime remettre en question ce que je fais. J'ai toujours été sensible à la réalité évidente que notre monde a des ressources finies et que nous avons dépassé depuis longtemps le point critique. Ce serait un mensonge de dire que je contribue pas au problème. Clairement, j'y contribue, mais comme dans tous les domaines de ma vie, j'essaye de faire mieux. Ça doit faire un peu plus de 15 ans que j'ai arrêté de manger de la viande, majoritairement parce que la production de viande, dans mon souvenir, c'est quelque chose comme 15% des émissions. Je suis plus sûr, j'ai pas vérifié le chiffre, mais j'ai aussi conscience que c'est pas suffisant et que c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est vraiment en ayant eu cette réflexion avec ma copine qu'on s'est dit que notre façon actuelle de vivre, elle était pas tenable écologiquement, on prend trop l'avion. Ma vie, c'est la course à pied, la création de contenu et mon entreprise de coaching, et je réalise que les courses que j'aime faire, elles sont en Europe, les camps d'entraînement que j'aime faire, ils sont au Kenya. J'ai envie de créer du contenu avec des athlètes et des spécialistes de leur domaine en Europe, et 80% de mes athlètes vivent en Europe. Donc actuellement,
actuellement, en vivant au Canada, je suis amené à prendre tellement l'avion que c'est ridicule. Après 10 ans au Québec, on a donc décidé de déménager avec ma copine en Europe. Vivre en Europe, ça va nous permettre de prendre le train pour aller chez nos parents ou voir nos amis, ça va nous permettre de raccourcir tous nos trajets pour aller faire des marathons, ça réduira la distance avec le Kenya et les différents endroits où s'entraîner en altitude. Bref, rien de tout ça ne me rendra irréprochable, ce sera jamais le cas de toute façon, et oui, je ferai toujours partie du problème, comme tout le monde, mais j'y travaille, je veux pas faire l'autruche à ce propos, et surtout, je vais éviter de tomber dans le « oui, mais il y en a d'autres qui font aussi ». Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Question de Anna qui demande si on compte organiser un stage en France. Oui, ce serait top, et ça rebondit très bien sur la question écologique. On a bien conscience que organiser un camp d'entraînement au Kenya, c'est hyper cool. Par contre, c'est pas forcément dans l'air du temps au niveau de la question écologique. Donc, on n'est vraiment pas sûr d'en refaire au Kenya, et peut-être qu'on va justement privilégier les camps d'entraînement en Europe pour justement être cohérent avec nos valeurs. Voilà, j'espère que cette FAQ vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne vie, je vous souhaite du bon seuil, je vous souhaite de la bonne VMA mais en contrôle. Bref, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous les amis, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao les machins.